Allez, bonjour à tous et bienvenue dans la matinale du comptoir, l'émission qui réveille le sommet de l'élevage. Et aujourd'hui, ça va être chaud. On démarre avec Pierrick Aurel, le président de GIANAT, parce qu'il y a plein de sujets d'actualité qui sont bouillants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit point avec le taureau futé. C'est parti. Alors c'est le petit point circulation à l'approche du sommet de l'élevage, la petite nouveauté de cette année. Donc le taureau futé nous dit qu'aujourd'hui, c'est assez fluide, mais ça va slalomer parce que ça va être une grosse journée. C'est toujours rouge dans le sens des arrivées, vert dans le sens des départs. Heureusement, ils partent pas tout de suite. Alors une tonne à lisier bloque les allées 4, ça bouchonne un peu devant le stand de la tome de montagne. C'est juste parce qu'en fait, il y a Aurélien qui est en train de manger là-bas et du coup, ça fait un peu un attroupement. Attention, dès ce matin, il y a un gros ralentissement au parking visiteur. Il y a 2 cars qui s'opposent. Il n'y en a pas un qui veut reculer. Apparemment, ça bagarre un peu, mais ça finira par rentrer dans l'ordre. Vous inquiétez pas. Et puis, un petit point de prévision pour ce soir, parce que ce soir, à l'approche du stand Dutzfar, il y a un gros bouchon certainement prévu, parce que là, il y a un before de l'Afterco qui est prévu. Et puis après, oui, il y a la soirée des GIA. Et il y a un tracteur aussi sur le stand du Dutz à gagner. Donc voilà, tout ça fait que ça risque de bouchonner par là. Courage pour tous ceux qui sont encore dans les bouchons. Et si vous avez survécu jusqu'ici, vous méritez une médaille pour être les meilleurs routiers agricoles. En attendant, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a la chance de recevoir donc Pierrick Aurel. Je précise pour les boomers de ma génération, GIANAT, c'est Jeunes Agriculteurs, donc le syndicat des jeunes agriculteurs. Voilà, alors bonjour. Bonjour Thierry. Alors, merci d'être venu nous rejoindre. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Tu es installé agriculteur, tes parents ne l'étaient pas forcément, t'es pas vraiment, t'es hors cadre familial en tout cas. T'étais pas non plus complètement à côté de l'agriculture, mais t'es un profil quand même un peu hybride, comme on pourrait dire. Ouais, tout à fait. Ma mère était issue du milieu agricole. Elle a un élevage de volailles de chair dans un autre département. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'était l'élevage de vaches, de bovins allaitants pour le coup. Et donc, je me suis installé grâce au système du fermage, puisqu'elle avait pu conserver un petit peu de terre en location sur l'autre département, ce qui a permis de m'installer, de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et de lancer mon activité donc depuis 2010. Où je produis de l'aubrac, et puis de la grande culture. Ok, donc une installation, j'allais dire, qui s'est faite seule ou avec d'autres personnes ? Alors, je me suis installé seul et puis maintenant je suis en GAEC. Mon père puisque c'est hybride et qu'on parle de nouveautés, mon père a rejoint le GAEC en 2019, qui n'est pas du tout issu du milieu agricole, qui était dans le tourisme, et donc j'ai installé mon papa, c'est l'inverse. C'est quand même extraordinaire. C'est pas commun. Il a eu les aides à l'installation ou quoi ? Ah non. Il a eu son fils à l'installation, mais pas d'aide. Tu lances le sujet brûlant ou pas ? Ouais, alors il y a plein de sujets chauds en ce moment quand même. La rentrée, elle est quand même extraordinaire. Mais dans ce contexte-là, et d'ailleurs tu as installé ton papa, est-ce que dans tout de ce moment un peu compliqué, est-ce que on arrive encore à motiver les jeunes à s'installer, ceux que tu vois et puis ce que tu entends sur le terrain, quoi ? Ouais, c'est vraiment un gros sujet parce que on le dit beaucoup, il faut qu'on retrouve de la productivité, il faut qu'on retrouve de l'attractivité, mais en fait ce qu'on voit aussi c'est un changement de profil d'agriculteurs qui nous disent nous on est ok pour produire, on est ok pour tout ça, mais on veut vivre aussi et on veut que ce soit socialement acceptable. Et en fait le sujet c'est ça, c'est que on voit qu'on a du mal à discuter des sujets agricoles de manière apaisée, sans dogme, mais enfin c'est pas propre à l'agriculture, j'ai l'impression que c'est propre à beaucoup de choses en ce moment, on hystérise un peu le débat. Et les GIA qui sont ou les jeunes qui sont intéressés pour rejoindre l'aventure agricole, ils nous disent évidemment qu'ils veulent du revenu, mais ils nous disent qu'ils veulent des conditions sociales acceptables. Ça veut dire partir en vacances, ça veut dire pas faire des journées tout le temps de 15 heures, ça veut dire tout un tas de choses, être intégré aussi dans la société. Et ça, c'est des vraies questions auxquelles on doit répondre et qui sont peu traitées finalement dans le débat. Alors moi c'est la première fois justement que je vois un président des GIA qui dit oui on doit partir en vacances, c'est important, ça fait partie de notre vie, ça fait partie des communications que vous mettez en avant aussi en disant le mec qui bosse 7 jours sur 7 c'est plus la notion d'agriculteur qu'on veut maintenant des jeunes quoi.
Ouais, tout à fait. Enfin, moi, j'assume de dire, et parce que je pense que c'est un prérequis pour bien vivre son métier. Je suis plutôt à dire, ben voilà, moi, je pars en vacances l'été comme tout le monde. J'essaye d'aller au ski aussi. Et en fait, d'entretenir, ben voilà, des moments personnels dans sa vie permet aussi de prendre un peu de recul sur son métier, d'avoir un meilleur état d'esprit pour prendre des décisions. Enfin, l'agriculture, c'est que des prises de décision, et donc de le faire avec un esprit un peu posé et bien reposé, c'est quand même mieux. Ne pas avoir la tête dans le guidon tout le temps pour arriver à réfléchir et prendre du recul, quoi. Tout à fait. Dernièrement, vous avez fait quelques manifestations là. Vous êtes allé à Versailles et d'autres endroits là. L'idée, c'était sur le sujet du Mercosur, sur cette manifestation. Ouais, alors on est revenu sur le sujet du Mercosur parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses dans l'été pendant que les agriculteurs étaient au travail de récolte notamment. On a eu d'abord mi-juillet une annonce de baisse du budget de la politique agricole commune, de la PAC. Bon, c'est traditionnel au moment des propositions de la Commission, mais c'est encore un signal un peu surprenant pour les agriculteurs. Dans le même temps, on a eu à peu près, dans le même temps en tout cas, les taxes Trump qui sont tombées, les fameux 15% sur les filières exportatrices notamment, et puis le Mercosur qui est venu finir d'enfoncer le clou, et là on n'a juste pas compris ce qui se passait. On nous baisse le budget, on nous fait rentrer des produits qui respectent ni nos normes ni nos qualités, et du coup on avait besoin de s'exprimer là-dessus et de dire et aux citoyens français et à l'Europe, attention, on n'est plus en capacité de produire certaines choses et de qualité et suivi sur le territoire, et donc on le fait rentrer d'ailleurs, et ça nous va pas, donc on a exprimé notre mécontentement. Mais là-dessus, est-ce qu'on n'est pas, au fond, on n'est pas un peu, alors pas naïf, parce qu'en fait, voilà, chacun raisonne, mais au fond, il y a une vision de la Commission européenne ultra-libérale. On sait que le modèle français, il est encore tenu avec des fermes qu'on essaye de tenir familiales face à des fermes ukrainiennes qui sont énormes, des fermes brésiliennes. Est-ce qu'au fond, de toute façon, tu te dis le combat, il n'est pas foutu, on est en train de toujours essayer de se défendre et on n'y arrive pas toujours, alors qu'il y a une vision, c'est tout, on fait un remembrement, on prend plus que 50 000 agriculteurs et puis Inch'Allah, on est parti, quoi. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, on pourra pas être, et je crois qu'il le faut pas être concurrentiel du Brésil ou de l'Ukraine même, voilà, parce que on a notre histoire en France, notamment, enfin, je veux dire, on produit une agriculture de qualité. Je veux dire, le grain de blé, bientôt, il est tracé du champ à l'assiette. Je trouve que c'est hyper vertueux, c'est hyper sécurisant pour nos concitoyens, et ça, il faut juste qu'on le remette au devant de la scène. Et on voit qu'on n'y arrive pas, cet été, notamment, qu'on a parlé un peu de la loi du plomb. Ouais. Mais le vrai sujet, c'est qu'on a une super traçabilité de l'ensemble de nos productions, et c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut aussi réexpliquer sur la scène internationale, et peut-être aller chercher des nouveaux marchés qu'on n'avait pas l'habitude de solliciter, parce qu'il y a des pays qui émergent, il y a des pays qui ont besoin de consommer, et nous, en France, on est en capacité de produire quelque chose qui peut répondre à un marché comme ça, mais par contre, il nous faut une vision politique avec des femmes et des hommes qui incarnent ça et qui vont le vendre aussi sur la scène internationale. Mais au niveau politique, est-ce qu'il y a un courage pour aller là-dedans, parce qu'on sait que ça va faire augmenter peut-être aussi un peu les prix à la consommation. Je pense que c'est quelque part le frein qui fait que si on importe une voiture, il faut qu'elle soit aux normes françaises. Si on importe un aliment, il n'est pas forcément aux mêmes normes que ce que nous on fait appliquer. Ce système de clause miroir dont on entend parler de plus en plus, c'est quand même dur à faire avaler, parce que ça va faire monter les tarifs pour le consommateur, non ? Ouais, il y a ce sujet-là de l'augmentation du prix payé par le consommateur, et on voit bien qu'en termes de pouvoir d'achat, globalement, les Français sont pas au mieux, et donc voilà. Mais il faut faire des choix. On peut pas nous demander de produire un standard assez élevé. De l'autre côté, consommer ce qui est le moins cher dans le rayon, voilà. Et évidemment qu'après, le sujet de ces fameuses clauses de sauvegarde ou des clauses miroirs, en fait, c'est notre capacité à les appliquer, à le contrôler dans le temps, parce que quand il y a des bateaux entiers qui rentrent, voilà. Et puis moi, je mets au défi l'Union européenne d'aller envoyer des contrôleurs en Argentine ou en Uruguay pour être sûr qu'il n'y ait pas de bœuf aux hormones ou quoi ou qu'est-ce. Ouais, on a des productions trop variées, trop diversifiées, trop complexes pour arriver à mettre en place ça, entre guillemets, facilement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour moi trop compliqué, et donc en fait suffit de dire non, ce marché-là on le veut pas, parce que nous on n'est pas sécurisé et que ça aura un impact trop négatif sur nos producteurs. Mais comme disait Coluche, il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende plus. Pour que ça ne se vende plus. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des acteurs aujourd'hui pour lesquels on leur a quand même pas beaucoup la pression, l'agroalimentaire?
les boîtes, les cuisines de restauration collective où on va retrouver le poulet brésilien, et de se dire à un moment donné, on va souvent voir les grandes surfaces. Est-ce que ces gars-là qui sont autour de chez nous là, on peut leur dire maintenant les lentilles qui sont dans le saucisse lentilles, ils sont françaises. La bouffe de telle boîte de restauration collective, t'arrêtes ton poulet ukrainien parce que là il y a de la poulet de filière, machin truc. Et tu vois, tordre un peu le bras parce que j'ai l'impression que ces gars-là, on les embête jamais trop. Or, il y a des volumes et c'est eux qui vont manger ces produits qui viennent de l'extérieur, quoi. Non mais tout à fait, en fait on a tellement tapé depuis longtemps sur la grande distribution que finalement elle a fait des efforts en termes de transparence, de production française valorisée, tout ça. Et le sujet, c'est qu'il y a énormément de consommation en restauration hors foyer, hors domicile. Et là, pour le coup, c'est la jungle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de Français ou peu de Français. On a du mal à le valoriser. Ceux qui le travaillent n'ont pas l'habitude de le faire. Et par contre, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'engagement de consommer français. Et voilà. Et ce qui aurait pour effet aussi de réduire le coût pour les acheteurs, pour les citoyens, puisqu'on arriverait à dégager des plus gros volumes par là. Et donc, en grande surface, on retrouverait quelque chose de plus abordable. Parce que McDo, il s'est fait brûler ou démonter 2-3 boutiques il y a longtemps, mais ils ont fait un virage, quoi. Après, c'est peut-être pas merveilleux, mais ils ont fait un virage. Non, mais c'est ça. McDonald's, en tout cas en France, a fait un virage et a fait un pari avec les agriculteurs. La grande distribution, encore une fois, globalement, il y en a qui jouent pas le jeu, mais globalement, ils ont accompagné ce montée en gamme. En revanche, il y a des acteurs de la restauration hors foyer, mais qui sont peu visibles, du coup, qu'on embête peu, mais qui ont un boulevard pour faire passer un certain nombre de trucs qu'on dénonce. On va aborder un autre sujet parce que le temps file et vous avez aussi un sujet qui vous tient à cœur de prospective, parce que souvent quand on voit les syndicats, on est là, on prend les sujets d'actu, on dit on commente à chaud. Mais regardez loin pour essayer justement d'anticiper l'avenir. Vous voulez regarder par rapport au changement climatique et à l'adaptation, c'est ça, des fermes? Ouais, tout à fait. Alors, quand on fait du syndicalisme agricole, on aime bien traiter de l'actualité parce que c'est très vendeur, ça parle à tout le monde et c'est sympathique. Mais la réalité, c'est que on a un vrai sujet sur le territoire, c'est l'adaptation au changement climatique. On le voit, les jeunes qui se sont installés les 5 dernières années ont été frappés à peu près chaque fois par des crises climatiques. Et donc l'idée, c'est de dire comment on s'adapte demain à tout ça, parce que quand on dit changement climatique, on dit perte de rendement, on dit problèmes sanitaires, les maladies, les épizooties notamment exotiques qui arrivent, c'est un vrai sujet. Peut-être changement de production pour certains. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire est-ce qu'on court après un maintien de la production ou est-ce qu'on essaye, on se permet d'aller explorer des nouvelles filières qui sont plus au sud ou remonter celles qui sont au sud sur notre territoire un petit peu plus au nord. Je pense au tournesol qui commence à remonter vers le nord aussi. Et en fait, c'est typiquement, pour prendre un exemple qui parle assez bien, c'est la viticulture du sud de la France est dans l'impasse pour plusieurs sujets, la déconsommation, la difficulté de production, il y a eu la surproduction. Et donc, en fait, là, c'est de dire, est-ce qu'on peut réorienter certains de ces agriculteurs qui sont encore en capacité de faire le changement sur des nouvelles productions qu'on pourrait essayer en emmenant évidemment la transformation, le monde économique sur de la pistache, de l'huile d'olive, de l'amande, de l'aloe vera, pourquoi pas, enfin de rien s'interdire pour essayer justement de laisser le moins de personnes sur le long terme sur le chemin, sur le bord du chemin, c'est ça le sujet. Et essayer de profiter peut-être de ce changement climatique pour repartir sur des nouvelles productions qu'on n'avait plus chez nous. Enfin, c'est vrai que l'olive, l'amande, on en a quasiment pas. On a peu d'olives relativement. Ça pourrait être des travails sur les filières à faire pour être en place et puis arriver à revaloriser aussi des exploitations, quoi, qui risquent de se perdre sinon. Ouais, c'est ça, c'est accompagner tout ça, dire que c'est possible, sécuriser l'agriculteur qui va prendre ce risque pendant quelques années pour lui donner les conditions de la réussite, qu'il soit pas tout seul encore une fois parce que les changements, il faut qu'ils soient accompagnés, je crois que ça engage tout le monde, les territoires, l'État, l'Europe, le monde économique encore une fois, et accepter qu'on va se tromper, on va essayer, mais ça redonnerait un peu de perspective et je crois qu'on en a énormément besoin en ce moment en agriculture. Bon, merci. On a passé un petit moment pour parler de sujets un peu sérieux. On va parler de sujets sérieux aussi encore après, mais plus détendus. Et on va passer peut-être à la météo des chantiers, parce que c'est important de savoir comment ça se passe sur le terrain.
Et oui, pendant qu'on est ici, quand même, la France travaille, les agriculteurs travaillent dans les champs. Et là, on va faire un petit focus sur le maïs grain. Voilà, le maïs grain, donc on fait la petite carte météo. Donc les premiers chantiers ont démarré depuis quelques semaines dans le sud-ouest, bien évidemment avec un peu d'avance. Cette année, voilà, on a quand même des conditions, on a des maïs qui démarrent un peu plus tôt. Et comme d'habitude, voilà, si vous avez eu de l'eau, vous avez des rendements qui sont bons. Et puis pour ceux qui n'en ont pas eu, des fois c'est un peu la galère. On entendait sur le sommet en discutant d'ailleurs des gens qui parlaient de 50 quintaux en maïs dans le sud de la France. Bon voilà, quand il y a de l'irrigation évidemment, ça allait un peu mieux. L'avantage c'est qu'on a des taux d'humidité qui sont en dessous des 30% ou pas très loin. Donc voilà, au moins on va gagner sur les frais de séchage. Ça c'est pas mal. Et du coup ça continue dans le centre-ouest. On continue à avancer. Dans le nord de la France, chez toi Thierry, ça sera peut-être dans une semaine qu'on attaquera les maïs. Voilà, donc en moyenne on parle d'une quinzaine de jours d'avance. Les parcelles sont belles. Les prix, par contre, voilà, c'est ça le problème, c'est que tout s'effrite. Donc là, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, voilà, si on peut finir l'année agricole avec des maïs qui sont beaux quand on a eu de l'eau, c'est très bien. On va faire un petit tour du côté de chez Gaël Blard, qui va nous dire ce qui se passe justement chez lui sur cette récolte. Midi, là, on est dans nos maïs bio, non irrigués, qui vont pas faire des records exceptionnels. C'est vraiment dommage, c'est dans des bonnes parcelles, c'est dans des argiles, sur l'exploitation, là, c'est des terrains qui tiennent bien le sec, mais cette année ça a été archi sec. Donc ça fera pas des miracles, mais c'est vraiment dommage, parce qu'il manque pas de pieds. Donc la moyenne sera pas bonne. Non. Mais si on fait la moyenne que de la parcelle où on est, on peut pas dire que ça fasse des miracles, mais ça peut faire 75 quintaux, 75-80 quintaux peut-être. Ouais. Pour du maïs bio non irrigué, alors c'est des parcelles qui ont du potentiel, ça pourrait faire plus, mais c'est très bien, on va s'en contenter. Mais la moyenne, elle va pas être là. Alors, on a 5 ou 6 hectares de maïs bio. 5. On a 5 hectares de maïs bio. Et il y a la parcelle à côté qui manque des pieds. Une parcelle un peu plus loin, où il y a du xanthium, une mauvaise herbe qui a pris le dessus, et c'est vraiment pas beau. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Et merci Gaël. Et on passe à une autre séquence, une séquence vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, on va passer des petites infos et tu vas devoir nous dire si tu penses que c'est vrai ou que c'est faux. Voilà. Alors, c'est vachement plus léger. C'est vachement plus léger. Alors, premier vrai ou faux. Alors, c'est quoi la première question ? Ah d'accord, c'est pas... Un tracteur s'est fait flasher à 150 km/h. Faux. C'était vrai. En 2016, un conducteur de tracteur en Angleterre s'est fait flasher à plus de 150 km/h sur une portion d'autoroute limitée à 80. L'homme a expliqué aux policiers qu'il avait bricolé les moteurs de son engin et qu'il roulait aussi vite pour sécher sa voiture après l'avoir lavée. C'est quand même très anecdotique comme truc. Rouler à 150 pour faire sécher son tracteur, quoi. Ouais, il devait partir sur une base fast track à mon avis parce que... Faut quand même y aller en termes de sécurité. Allez, deuxième information. Alors, deuxième question, est-ce que la Nouvelle-Zélande compte plus de moutons que d'habitants ? Ah, c'est vrai ? C'est vrai, tout à fait. Tu aurais une idée de la proportion ? Combien de fois plus de moutons que d'habitants ? Je dirais un tiers de plus de moutons que d'habitants. Il y en a 5 fois plus, il y a 5 moutons pour un habitant. Voilà, il y a un cheptel qui est quand même très en évolution. Maintenant, qui a diminué depuis 1980. On comptait 22 moutons par habitant à une époque. En 2023, on estimait environ 25 millions de moutons pour 5,1 millions d'habitants. Et trop de moutons qui reviennent dans nos assiettes aussi, d'ailleurs, qui les gardent. Bon, dernier vrai-faux. Le plus gros tracteur du monde mesure plus de 20 mètres de long. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est faux. C'est plutôt faux, mais bon, tu vas voir. C'est Big Bud. Et exactement, le plus gros tracteur jamais construit, le Big Bud. Un engin mythique fabriqué aux États-Unis. Il pèse 50 tonnes, il fait 1100 chevaux, excusez du peu, mais il ne mesure que 9 mètres de long. Donc, même les prototypes les plus modernes restent en dessous de cette taille. Donc 20 mètres, c'était un peu inventé. Il faudra avoir la surface au sol, mais ça doit être quand même assez important, quoi. Il doit être aussi large que long, non ? Je ne sais pas. Bon, merci d'être venu ce matin. On a parlé un peu d'actualité, on aurait pu parler encore plein d'autres sujets, mais du coup, on va changer d'invité et on va passer à un autre sujet et on va recevoir les Miss. Voilà. Merci. Merci à toi. Salut.
Donc, on passe à la séquence d'après avec, vas-y, ils peuvent venir. Émilie et Perrine qui vont se présenter. On va faire une transition sympa parce qu'on va parler de la loi du plomb. Vous connaissez bien la loi du plomb qui a fait c'était un beau sujet d'actualité aussi cet été. Où on a vu quelques crispations, on va dire. Dans la société avec ce sujet-là, surtout les agriculteurs qui n'ont peut-être pas eu tout ce qu'ils voulaient aussi. Et du coup, pour répondre à tout ça, on va avoir un jingle pour écouter l'avis du terrain. Bon, alors on a la chance de recevoir donc les représentantes de Miss Agricole, Miss Agricole France, Miss France Agricole. Miss Agricole France. Alors, Milly, comme on t'appelle, j'allais dire en particulier, tu es installée où? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis viticultrice et maraîchère à côté d'Aix-en-Provence. D'accord, et tu as démarré dans le club des Miss en quelle année? En 2015. Oh, le club des Miss, quoi. On croirait que c'est le club Dorothée, quoi, ton c'est truc. C'est le club Dorothée, ouais. En 2015. Super. Et j'avais la chance de participer au jury à cette époque-là. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Pas du tout objectif, le mec. Et Perrine, tu viens d'où et tu fais quoi? Et t'as été Miss, mini-Miss, tout petite Miss. Donc, non, Perrine Raymond, moi je viens de la Sarthe et j'ai été élue Miss Agricole en 2019. Miss Junior Agricole, moi je suis mini-Miss, c'est ça. T'es une mini-Miss. Et je suis pédicure pour bovins et en cours d'installation. Minimis, mais maxi réseaux sociaux, donc voilà, tu as bien développé ton activité et tu représentes bien la féminité en agriculture. J'essaye. Bon, du coup, on va se faire un petit avis du terrain, on va rebondir justement sur la loi du plomb, puis après on va arriver sur votre sujet, mais on a posé des questions à des agriculteurs dans les allées, et on va voir ce qu'ils nous disent. Quand tu vois une pétition anti-agri qui a fait 2 millions de signatures, t'en penses quoi? Moi, je suis betteravier, alors honnêtement, ça me dégoûte parce qu'ils n'ont rien compris. Ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui étaient en région parisienne et tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont tellement forcé contre cette loi qu'on n'a pas expliqué assez pourquoi on la faisait et pourquoi. Sauf qu'en France, on va stopper notre production dans l'élevage, on va stopper nos abattoirs, on va les faire fermer. Tout ça pour nous ramener des œufs d'Ukraine, du bœuf d'ailleurs, et ce qui est dommage, quoi. Alors qu'on pourrait tout contrôler chez nous. Et bon. Alors je pense que là il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Quand on manifeste ou quand les gens connaissent un agriculteur, ils sont un petit peu désolés de notre situation. Quand on leur explique qu'on peut travailler 1 an pour au final perdre de l'argent, c'est les premiers à être un peu révoltés. Et de l'autre côté, ils font pas forcément le lien au moment où ils vont signer la pétition. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour expliquer notre métier, montrer ce que c'est. En fait, il faut qu'ils comprennent que tout ça, ça fait partie d'un cycle dans lequel l'agriculteur est à la fois à la base et à la fin. Ouvrons nos portes, parlons avec nos voisins, faisons de la pédagogie. Et j'ose espérer que ce genre de situation et de pétition ne sera plus là à l'avenir. Ça me sort un peu par les yeux, dans le sens où les gens signent tout et n'importe quoi, mais ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants, et je pense qu'ils ne connaissent pas notre métier non plus. Bon, Émilie, Perrine, c'est quoi votre regard sur cette séquence estivale ? C'est vrai que la loi du plomb, elle nous a fait mal au niveau agricole, surtout dans les médias, dans certains médias, on va dire. Moi, quand je vois qu'en France, qu'on consomme comme Coca-Cola et Nutella, et qu'après on va signer des pétitions pour une petite molécule qui pourrait permettre à une filière de survivre, en fait, le temps de trouver autre chose. Enfin, je veux dire, ces gens-là, pourquoi ils sont pas allés acheter le sucre bio pendant des années? Là, on en a fermé des usines de sucre bio en France. On les a pas vus, quoi. Ils préfèrent en fait consommer du Coca que du jus de pomme bio. Faut le dire comme c'est, quoi. C'est les consommateurs qui ont le pouvoir là-dessus. Toi, Perrine. Pardon. Toi, Perrine, du coup. Moi, je pense que peu importe l'avis sur cette loi, je rejoins Émilie sur le fait qu'il faut revoir la base de la consommation avant tout. Je pense qu'il est là le problème. Après, les personnes qui ont signé, ce sont des consommateurs. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu assez de développement de faits sur cette loi pour que les gens comprennent ce que c'était exactement. Et c'est ça qui a perdu, et qui a perdu les gens, qui a perturbé les gens. Et voilà. Est-ce qu'on n'a pas cumulé justement plusieurs dossiers en même temps et on a dit on fait quasiment un passage en force pour arriver à montrer les choses, et je pense que le consommateur, alors moi c'est la réaction que j'ai, après j'étais aussi très déçu de voir ce nombre de signatures, mais à un moment tu te dis aussi c'est des gens qui s'intéressent aussi à leur consommation, voilà, faut le dire, et donc c'est important, et de dire oui on a
pas assez communiqué, on l'a pas assez expliqué. Après, je pense qu'il y a aussi une incompréhension quelque part en disant mais réautoriser un produit qui est interdit, pour eux, c'est no-go, quoi. C'est impossible. Alors que partout en Europe, on a le droit d'utiliser. Dans le monde, on n'en parle pas. Donc c'est quand même très complexe. Ouais. Après, faut regarder, c'est 2 millions. Oui, pour moi, c'est insignifiant, quoi. C'est déjà pas mal, parce que tu vois, ça fait changer d'avis, ça emporte. Il y a combien de consommateurs en France? Il n'y en a pas que 2 millions, quoi. C'est pas une majorité, quoi. Voilà. Après, le zoom qu'on voulait apporter, c'était justement ce que vous dites, c'est ce problème de communication où on ne s'est pas compris. Certainement, le monde agricole l'a mal amené. Et moi, j'ai tendance à me poser la question, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de testostérone dans les gars agricoles qui prennent la parole, qui veulent se défendre et qui fait que de toute façon le message il passe pas, quoi. Il y a des manières de le faire, mais je pense que le consommateur est perdu. Je pense qu'on demande la plupart des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, les agriculteurs ils manifestent, mais pourquoi? Ils savent pas. Ils savent pas. En fait, il y en a trop. Il y a eu trop d'informations. Mercosur, loi du plomb. Il y a trop d'informations et on les perd. Et je pense que même au sein du milieu agricole, je pense qu'il y en a plus d'un qui ne sait pas ce que c'est. La loi du plomb. D'ailleurs, on a vu que même entre agriculteurs, il y avait du débat aussi en interne, quoi. Est-ce que c'est pas les Miss qui doivent prendre plus la parole pour mieux expliquer l'agriculture, d'ailleurs? Non, c'est pas notre rôle de faire ça. Il y a les syndicats, il y a des organismes qui sont là pour ça. On risque pas d'avoir la prétention dans les Miss et Misters agricoles de faire ça, même si c'est vrai qu'on nous donne bien souvent la parole dans les médias et qu'on en profite évidemment pour faire passer des messages. Déjà, nos idées à nous, en tant qu'agricultrices, puisqu'avant d'être Miss et Mister agricole, on est tous des agriculteurs et des agricultrices, mais on n'a pas la prétention de défendre et d'avoir cette responsabilité-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire passer des messages, parler aux consommateurs, puisque c'est vrai que le concours avec les écharpes nous permet d'échanger beaucoup entre agriculteurs, mais aussi avec les consommateurs. Et forcément, on essaye d'expliquer. On a bien sûr un rôle de faire passer des messages, mais on n'a pas la prétention. Voilà, on n'est pas ministre de l'Agriculture et pourtant. Mais comme tu l'as dit, toi, vous avez une visibilité forte auprès des consommateurs. Enfin, potentiellement consommateurs, comme vous surfez un peu dans l'univers des Miss classiques, on va dire, quoi, pas agricole, vous avez quand même une audience. Enfin, sur vos réseaux sociaux, c'est hyper puissant. Le dernier concours l'année dernière, on a fait 14 millions de vues. Donc c'est 14 millions de vues. Il y a à l'intérieur, bien entendu, des agricultrices et des agriculteurs, mais du grand public. Et c'est là où il faut s'ouvrir, c'est là où le monde agricole doit aller. C'est d'aller parler aux consommateurs. Il ne faut pas attendre que ce soit eux qui viennent vers nous. C'est à nous d'aller vers eux et de leur dire, voilà, ça se passe comme ça l'agriculture, ça se passe comme ça chez Perrine, ça se passe comme ça chez Mathieu, ça se passe comme ça chez moi. Et quand on leur parle et qu'on leur explique les choses gentiment, parce que c'est normal qu'ils veuillent savoir aussi ce qu'ils mangent, ça se passe mieux généralement. C'est plus porteur qu'une pétition, je dirais. Donc 14 millions, ça veut dire qu'on a quasiment 7 fois plus que la pétition. C'est pour ça que je te dis, pour moi, 2 millions, c'est pas grand-chose. Le concours, alors je sais pas je pense que c'est aussi des personnes qui regardent plusieurs fois, mais en tout cas, en nombre de personnes qui suivent, ça doit être très important. Enfin, c'est très important, quoi. Oui. Mais c'est très grand public parce qu'en fait, ça va être la famille des élus des élus et des candidats qui vont nous suivre, qui vont regarder toutes ces informations. Alors oui, on peut porter certains messages, mais l'avis entre chaque élu chaque année est différent. On n'a pas tous le même point de vue agricole, pourtant on fait le même métier et on ne peut pas se positionner sur des sujets aussi sensibles parfois. Après, la question, je pense, elle n'est pas de se positionner, mais de se dire, vous avez une audience forte, vous pouvez parler globalement d'agriculture en sortant de ces sujets un peu épineux, mais en fait, vous avez une force de frappe importante qui fait que ça peut être intéressant de porter le message et de soutenir d'ailleurs cette initiative, parce que en fait, c'est une autre façon de parler d'agriculture et on en a bien besoin, mais autrement que dans les bagarres. Ça doit pas être toujours facile de devoir réagir puis de dire je me positionne, on m'a donné du pouvoir quelque part, mais comment je peux l'utiliser sans pas personnellement pour que ça m'aide moi, mais que ça aide tout le monde. L'agriculture est tellement diversifiée que ça doit être complexe aussi. Ça va pas être une position facile chez les Miss.
Non, c'est pas une position facile. Il faut penser globalité, mais on leur laisse quand même la liberté d'assumer leurs avis. Alors on essaye de pas trop rentrer en politique, on essaye d'être un peu lissé là-dessus, mais un mister ou une miss qui a envie d'assumer ses convictions et ses idées, on le laisse faire, parce que justement c'est ce qui nous intéresse aussi. Alors, on va passer à une séquence, nouvelle séquence, la question qui fâche. Alors attention, la question qui fâche. Voilà, pour vous faire réagir et redonner un petit peu de peps. Est-ce qu'en 2025, les femmes doivent encore prouver qu'elles sont autant agricultrices que les hommes ? Oui. Question suivante. Non mais c'est vrai. Tu veux pas répondre, alors tu dis oui et puis hop, on dégage. Dans ce monde un peu plus moderne, le monde agricole est encore macho, vous devez encore prouver, vous avez un regard un peu différent quand vous êtes sur vos exploitations ? Toujours. Il n'y a pas d'évolution de fait, non ? Tu ressens pas d'évolution, tu te dis c'est pareil qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans ? Il y a 10 ans, j'étais pas sur le marché du travail. Non, mais même déjà dans les débuts, non, pour moi, il n'y a pas eu d'évolution de fait. Et au contraire, il y a eu un peu de recul de fait, en fait. Je pense que ma génération, on retourne en arrière. Non, mais vraiment. C'est un truc de vieux quand tu dis ma génération. Mais non, mais ma génération de jeunes, on retourne un peu en arrière. Hein. Il y a vraiment des réflexions de fait. On se pose des questions des fois. Ouais. Moi, sur ce sujet-là, je suis mitigée. Je pense que de l'évolution, il y en a eu. T'as plus de recul peut-être. Peut-être, je suis un peu plus vieille en fait. Elle a démarré plus bas. Ouais, de plus bas. Je vois de plus en plus de femmes dans les organismes agricoles. On a une nouvelle présidente de CUMA. Des FNCUMA, ouais. On a eu une ministre de l'Agriculture. On a eu une présidente de FNSEA. On a une présidente à la CR. Donc les femmes, on est là. Et en fait, je crois qu'il faut, comme un homme, s'imposer. Parce qu'il y a des hommes qui restent dans l'ombre aussi, hein. Il n'y a pas que des femmes. Il faut arriver à avoir du caractère, à taper du poing sur la table pour se faire entendre, qu'on soit un homme ou une femme. Mais je pense quand même qu'il y a eu une évolution pour la femme. Voilà. Après, ça dépend en face de quel homme on se trouve. Alors là, je vais taper sur ma génération, mais est-ce que nous, parents, on n'est pas aussi un peu dictateur vis-à-vis des filles qui veulent rentrer dans le monde agricole ? Enfin, moi, je le vois. Je l'ai vu chez des jeunes où, non, c'est pas à toi de reprendre la ferme. Alors, s'il n'y a pas de garçon dans la famille, quasiment, on va céder à l'extérieur et tu vas pas revenir. Ouais, mais ça, franchement, c'est ta génération. C'est ma génération, mais c'est ma génération qui influe sur la génération des jeunes parce qu'elle a du pouvoir sur eux. Elle a une mainmise. On le voit. Moi, je rencontre des jeunes qui me disent j'ai des difficultés avec mon père. Donc là, j'attaque les pères directement parce que ils disent non, tu vas pas conduire le tracteur, tu sais pas faire ça. Il y en a qui sont très très bien là-dessus. Il n'y a aucun problème. Je pense, j'espère une majorité. Mais il y a encore ce pouvoir-là en disant une femme, c'est pas sa place à être chef d'exploitation. Ça, on le voit. Les premières questions qu'on me pose, c'est est-ce que tu as des frères ? Alors oui, j'ai des frères, mais ils font pas de métier agricole. Et puis après, c'est et donc tu vas reprendre la ferme. Oui, j'espère. Pas de chance. Et même plus jeune, donc je reviens sur les pères, c'est pas mon père qui m'a appris à conduire un tracteur. Il voulait pas. C'était pas ma place. Non, et pourtant, c'est quelqu'un de jeune, mais c'est dans les mœurs. Et même ma grand-mère, c'est t'es sûre que tu veux faire ce métier ? Ouais. Mais oui, qu'est-ce qu'ils vont dire à côté ? Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins s'ils voient la fille dans le tracteur, ils vont dire faut que je la rencontre au bal du village parce qu'on sait jamais si je peux s'agrandir. C'est pour ça. C'est parce que ça fait ça fait des hectares en moins à reprendre, donc voilà, faut. Mais non, mais c'est un sujet qui est quand même important. Bon, je pense que ça évolue. Pour moi, c'est tabou. On n'en parle pas parce que c'est propre à chacun. Je veux dire, je vais pas cracher sur mon papa. Je veux dire, ça reste mon papa, mais dans le fond, il m'a jamais soutenu pour pouvoir faire ce métier. Enfin, c'est même pas soutenu, c'est. Il y a toujours cette appréhension, c'est ma fille. La fille, est-ce que elle peut pas faire autre chose, ma fille ? Non. Bon, on va passer à une autre séquence qui va vous permettre de mieux vous connaître. C'est la séquence Qui es-tu ? On va tout savoir. Du coup, on va vous poser des dilemmes. Voilà, des dilemmes, et puis vous allez devoir choisir. On va commencer par toi, Émilie. Est-ce que tu es plutôt bottes ou talons ? Je mets jamais de bottes, j'habite dans le sud, il pleut jamais, donc je travaille pas en talons non plus.
Mais t'as pas mis les talons là. Non, je mets pas de talons, je suis toujours à plat. Ok. Perrine? Moi, c'est les talons. Mais je travaille en bottes, promis. T'avais des bottes avec des talons hier d'ailleurs. Oui, et oui, ça existe. Tout et à même fait. en On peut marque... être féminine en bottes. oui. Voilà, c'est pas la même couleur, c'est pas la même matière. Mais certainement, on peut faire un style. Hein. Ça arrive bientôt. Vous faites gaffe quand vous êtes en mode tenue de travail sur le côté féminin qui fait attention un peu à son apparence ou bon, voilà, Oui. vous mettez un truc quoi. Moi, puis- oui. La couleur de la combinaison Non, mais enfin, je vais sur mon lieu de travail. Quelqu'un qui va se préparer le matin pour aller au bureau, il va se préparer. Moi, je vais voir mes vaches, mais je vais me préparer pareil. Maquillage, parfum. Oui. Et alors, ça me fait plaisir à moi. C'est pour me plaire à moi-même. Et je me démaquille le soir pour sortir en boîte. C'est ça. Bon, deuxième dilemme. Est-ce que vous êtes plutôt traire les vaches ou faire la paille? Perrine? Ah non, pas cette question-là. Traire. Ouais, traire. Il y a plus de bouse? Ouais, les animaux. Voilà quoi. C'est un petit péché mignon. Moi, je suis pas dans l'élevage. Je fais ni l'un ni l'autre. Toi, t'as été connu pas mal en faisant des saisons de paille hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, T'as fait des saisons de paille combien de temps? j'ai fait 2 saisons de paille. Ah, t'en as pas fait tant que ça. Non, je pensais non, que t'en as fait. Non, j'ai fait que 2 saisons de paille, chauffeur de presse et une nana sur une grosse machine, ça impressionne toujours. Bah, attends, je préciserai même une petite nana sur une grosse machine. Quand tu vois la Perrine, je l'ai déjà vu en fait sur la route, je dis. Elle doit être dans ce tracteur-là, mais je vois que le volant. C'est ça. C'est Perrine. Je vois que la tête. Bon, allez, question suivante. Salopette ou robe? Salopette. T'es plus à l'aise en salopette qu'en robe? Là, je me mets pas en robe, non. D'accord. Non, D'accord. faut que ça soit pratique, les tenues, quand même. Ouais. Et Perrine? Pour quelles conditions? Mais toi, c'est quoi le. J'allais Moi, dire dans ça le serait fond. plus robe, mais on est plus confortable en salopette, évidemment. Mais... Ouais, non, mais pour le travail. Mais, Pour le travail, oui, mais toi. naturellement, tu as Ah oui. ce côté féminin que tu tiens à garder Oui. et, Ah oui, et le très montrer, quoi. important. Ouais. Ouais, tu l'assumes pleinement. Bah, c'est ma quoi. personnalité, Ouais, avant ouais, tout. clairement. Est-ce que tu es plutôt saison de moisson ou saison de vendange? Émilie, Ah ben, saison de vendange, hein. c'est quoi l'ambiance pendant les vendanges chez toi? Du stress. les coopérateurs, parce que moi je suis en cave coopérative, on est tous stressés hein, pendant les vendanges. Donc c'est du stress, mais c'est aussi un moment où on se retrouve entre Viti. C'est vrai qu'on est tous sur nos parcelles tout au long de l'année, et au moment des vendanges, quand il faut aller au quai vider notre récolte, on se retrouve et ça fait plaisir, ça. Vous goûtez quand même un peu les petits vins, quand même, non, le soir? Ah, ça, hein ça vient après, quand on sort les primeurs. Hein. Et est-ce qu'il y a de la galanterie chez les Viti? Est-ce qu'on te laisse passer ta remorque si tu fais un petit sourire? Non, alors on n'achète pas les hommes avec des sourires, je crois. Non, c'est pas avec ça. Voilà, c'est pas avec ça, je crois, tu vois. C'est quoi, c'est une bouteille de pinard, ça va mieux? Je crois pas non plus. Il y a pas forcément de galanterie, on passe pas devant les hommes, mais on est quand même un peu au même niveau, je trouve. Enfin, moi, ça contredit un petit peu Perrine, mais parce qu'on n'est pas dans la même filière, je pense. Moi, je trouve qu'ils sont gentils. Il y a plus de femmes en viticultrice que d'agricultrices quelque part dans la proportion. Enfin, je sais pas ton Peut-être. impression. Alors, je toi. sais que c'est dans l'élevage de chèvres qu'il y en a le plus d'installations féminines. Comme on n'a pas les chiffres, on n'arrivera pas voilà, à répondre. on va un peu broder. Mais oui, il y en a en Viti des femmes, bien Ok. sûr. Bien sûr, et on est bien, je trouve. Perrine, t'as déjà fait les vendanges, toi, ou quoi? Jamais. Bon, bah voilà, alors t'es plus saison moisson, saison C'est ça. vendange. Par déduction, oui. Ah, moisson. Ah, ce serait une expérience à faire quand même. Émilie, bio ou conventionnel? Conventionnel, moi je ferai du bio quand le consommateur achètera du bio. Et toi, Perrine? Bah, toi, t'es un Moi, peu je suis dedans. bio. Bio. On a un marché et qui se développe. C'est vrai, en viande bovine dans ton cas? Le lait, ça remonte. On Ouais. commence à Ok. reprendre un second souffle. Il y a une maturité qui a été atteinte en bio, peut-être, où on a eu des dégâts et des gens ont abandonné quelque Mais part. je pense qu'en fait, l'agriculture biologique en lait, je vais parler en lait, a subi la crise laitière conventionnelle d'il y a quelques années, où les éleveurs, leur seul point pour repartir,
C'était une conversion en agriculture biologique, mais c'est pas forcément des gens qui ont été convaincus par la philosophie d'élevage que c'est. Et donc, en fait, c'était pour les primes, on va pas se le cacher, hein, c'est le nerf de la guerre, le financier. Et ces gens-là, donc, ils ont envahi, si je peux dire, le marché de la bio. On les a inclus chez nous. Et aujourd'hui, forcément, les prix se sont cassés la gueule, quoi. Et puis, aujourd'hui, il y en a qui arrêtent. Et il y en a qui arrêtent et il y en a qui retournent en conventionnel. Mais parce que c'est des gens qui ne sont pas convaincus par cette manière d'élever les animaux, quoi. Ouais, mais c'est aussi le marché qui tire pas. Ça, si effectivement, s'il y avait des consommateurs, ces mecs-là, Il n'y aurait pas eu la crise là, laitière conventionnelle, il n'y aurait pas eu l'invasion du marché de la bio. Ok. On serait bien d'accord. Bon allez, 3 dilemmes pour terminer. Hop, on va plier le game. Insta ou TikTok, Émilie? Insta. Insta aussi, ouais. Ok. Foot ou rugby, Émilie? Foot. Avec Mais l'OM à foot. côté. Ah bah oui, toi t'es une joueuse Moi, de je foot. joue au foot, ouais. T'es féminine, élevage, foot Et chasse. et chasse, voilà. Tous les défauts. Après, dernière petite question, tôt ou tard? T'es plutôt du matin ou du soir? Je suis plutôt du soir. Plutôt du soir. Ouais. Ok. Perrine, Je suis du matin, moi. t'es du matin? Oui. D'accord. Je vois bien Émilie, elle traîne un peu le soir à discuter. Moi, je peux aller au lit. Bon, merci pour ce petit portrait, ça nous permet de vous découvrir un peu différemment. Un petit message quand même sur le timing, le calendrier pour candidater Oui. pour les Miss et Mister 2026. Eh oui, déjà. C'est quand est-ce qu'il Alors, faut sortir du bois? C'est le dépôt des candidatures à partir du 2 novembre pour une élection qui se fera le 6 décembre en même temps que nos Miss France. Ok, tout le monde peut candidater. Ah, il faut être. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Allez. Déjà être agriculteur ou salarié agricole. Pour la catégorie adulte, donc c'est plus de 18 ans, donc majeur. Et puis la petite catégorie junior qui est toujours présente, moins de 18 ans et en école d'agriculture. Bon, toutes les infos sont sur les réseaux, les sites en tout cas vont arriver pour être dans le bon timing. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des jolies photos sympathiques. Voilà, et puis ça va redémarrer là, sur les chapeaux de roue d'ici là. C'est les portraits de nos candidates et nos candidats qui sont magnifiques surtout. Avec une élection qui se passe au moment des Miss aussi, à la même date à peu près. Hein, voilà. Ouais. Allez, on termine cette émission qui passe très très vite. Demain, on remet ça, Thierry, et ça va pas rigoler parce qu'on va attaquer sur les sujets encore chauds. Le sujet de la DNC, la biosécurité en élevage. Il n'y a pas d'animaux cette année parce que il y a un peu de problèmes sanitaires, quoi. Donc ça sera le sujet avec l'INRAE. On va aborder ça durant la matinale. En attendant, vous pouvez retrouver tous ces extraits sur YouTube, sur Insta. On risque de se croiser dans les allées. Et surtout, n'oubliez pas, c'est ça. Alors, j'allais dire, vous pouvez encore nous suivre parce qu'on a encore des émissions dans la matinale. Après la matinale, donc voilà, vous pouvez nous suivre. Et puis... Et surtout, n'oubliez pas, ce qui se passe à Clermont reste à Clermont ou pas. Ou pas.